Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Jean-Marc Fisben. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Shlomi. Alors Jean-Marc, tu es coach certifié, hypnothérapeute, spécialiste en douance, c'est-à-dire en gens qui sont surdoués, en HPI. HPI, ce sont les hauts potentiels intellectuels. Ce sera le sujet de notre émission aujourd'hui, les hauts potentiels intellectuels. Je vais, dans un premier temps, t'inviter à te présenter et à dire un peu qui tu es, quel est un peu ton parcours. Et on va tout de suite entamer ce sujet passionnant. Très bien, écoute, déjà ça me fait très plaisir d'être là avec toi. Surtout sur ce sujet, la douance, c'est quelque chose d'assez incroyable. Alors pour mon parcours, en réalité, voilà, je suis coach certifié, conférencier et aussi formateur, avec une spécialisation dans le monde de la douance, des hauts potentiels intellectuels, des zèbres, comme tu l'as dit avec beaucoup de brio. J'utilise aussi pas mal d'outils transversaux comme l'hypnose, l'EFT, le coaching, le neurofeedback dynamique, le magnétisme et encore d'autres. Et j'ai consacré maintenant beaucoup de temps et je me suis beaucoup investi pour ces profils complètement atypiques dont on va pouvoir parler. D'accord, on va en parler. Et en fait, puisque tu es à la fois thérapeute et coach, ça veut dire que tu coaches ce genre de personnes. Alors oui, c'est très amusant parce que en fait, on a adopté le terme coaching pour ce type de personnes, mais en réalité, le coaching n'est pas du tout adapté. Enfin, le coaching en tant que tel, dans sa substance, oui, mais tous les outils qui ont été mis en place pour le coaching ne fonctionnent absolument pas. Voilà. Très bien. Alors on démarre sur des chapeaux de roue. On va peut-être déjà démarrer par la définition. En fait, c'est important que les auditeurs et ceux qui nous regardent sur YouTube comprennent qu'est-ce que c'est que ce HP. C'est HP, c'est Hewlett-Packard, c'est hôpital HPI, psychiatrique, voilà. Oui, je sais. Alors, c'est quoi ce HPI ou HP tout court? Quelle est la définition de ces personnes qui forment à peu près 2-3% de la population quand même? Ou alors, plus, je ne sais pas. Alors, il y a une définition effectivement qui est donnée dans les livres par des psychologues cliniciens très réputés, qui donnent environ effectivement entre 2,3 et 2,6% de représentation de la population. Alors effectivement, on a aussi beaucoup de termes qui sont associés. On entend parler de haut potentiel intellectuel, on entend parler de multipotentiel aujourd'hui, on entend parler de zèbre, on entend parler de surdoué, on entend parler aussi donc de douance. En réalité, c'est un monde un peu spécial. Et pour la définir, je voudrais d'abord définir en fait les mythes, des mythes concernant la douance. En fait, un haut potentiel intellectuel, c'est surtout pas gage de réussite professionnelle, de confiance en soi, de capacité à prendre des décisions, de réussite personnelle et de réussite sociale. Si vous voulez, on a plutôt tendance à définir le surdoué, puisque c'est le terme le plus employé, comme un enfant ou un adulte avec un nœud papillon, avec un costume, pour qui tout réussit et pour qui tout se passe magnifiquement bien. Et c'est pas du tout le cas. Oui, parce qu'on a ces types d'enfants qui sont tellement intelligents qu'ils s'ennuient en classe et qui finalement sombrent un peu dans une sorte de paresse et de fainéantisme par ennui, malheureusement, parce que leur potentiel n'est pas utilisé. Alors effectivement, oui, il y a tous ces aspects-là, mais on peut déjà expliquer quelles sont déjà les différences. Parce que là, on arrive sur un domaine qui est extrêmement complexe, effectivement, et on va en parler, la vie de ces jeunes enfants, la vie aussi des adultes, parce que la douance n'est pas liée qu'aux enfants. Eh bien, d'abord, on va aborder la partie neurosciences. En réalité, on parle de douance ou de surdouance, on va parler aussi beaucoup d'intelligence. Donc, le corps humain est composé d'un cerveau, comme tout le monde le sait, évidemment. Et dans ce cerveau, on peut définir deux hémisphères, un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Ces deux hémisphères sont séparés par une zone qu'on appelle la zone calleuse, dans laquelle circulent en fait des informations, sachant qu'on se sert évidemment de ces deux hémisphères. L'hémisphère gauche, elle, est plutôt axée sur le monde de la logique, du calcul, du langage, de l'écriture, de la rationalité, alors que le cerveau droit, lui, va travailler beaucoup sur la créativité, l'imagination, l'intuition, les rêves, les émotions et les perceptions sensorielles.
Maintenant, le surdoué, le haut potentiel intellectuel, lui, est plutôt hémisphère droit. Et ça le définit déjà d'une certaine façon. Si on devait effectuer une IRM du cerveau du haut potentiel intellectuel, on pourrait constater qu'il y a une couche de masse blanche qui est plus épaisse du lobe frontal au lobe pariétal. Alors, pour essayer d'expliquer et de rentrer un peu plus dans les détails, à quoi sert cette masse blanche? Cette masse blanche est en réalité un accélérateur au niveau de l'information. L'information se donne par le biais des neurones et c'est la transmission de signaux électriques et la libération, si tu veux, de neurotransmetteurs qui nous aident à la fois dans notre équilibre mental et aussi dans notre construction mentale. Et une couche de masse blanche plus épaisse permet, si tu veux, une accélération claire de l'information. C'est un moteur plus puissant. Exactement. Si on devait parler informatique, on parlerait de bus, c'est-à-dire le transport de l'information. Le transport de l'information est ultra rapide, ce qui explique pourquoi ça va très 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 vite dans leur tête. C'est ça. Et ok, donc ça c'est du point de vue physiologique. Exactement. Biologique, physiologique, neurosciences et neurologique évidemment. Mais maintenant, du point de vue psychologique. Alors, d'un point de vue psychologique, déjà cet aspect physiologique va déjà changer beaucoup de choses. On va parler de pensée en arborescence. Cette pensée en arborescence, elle va définir un mode de pensée différent. La plupart des neurotypiques, ce qu'on appelle neurotypiques, eux vont avoir une pensée séquentielle, c'est-à-dire que on part d'une idée et on déploie séquence par séquence pour arriver au bout de l'idée. C'est le principe même des démonstrations mathématiques. On part d'un point A pour arriver vers un point B. La seule différence avec les hauts potentiels intellectuels, on passe par un point A pour aller au point A', B', C', D', prime, G', etc. pour arriver à une finalité. C'est-à-dire que ça se déploie comme un arbre. C'est pour ça qu'on parle de pensée en arborescence. Une idée qui en donne une autre et encore une autre et une autre et une autre. Ça, c'est un des premiers aspects. À côté de ça, d'un point de vue purement psychologique, on retrouve un certain nombre de critères récurrents chez les hauts potentiels intellectuels. Le premier, qui est un critère important, c'est la bienveillance. Le haut potentiel est naturellement bienveillant. Le deuxième, c'est l'empathie. Pour redéfinir un peu l'empathie, c'est cette capacité à ressentir les émotions des autres, à ne pas confondre évidemment avec la compassion. Et c'est un ressenti très puissant. Le haut potentiel intellectuel, lui, a des sens très, 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 très développés. C'est pour ça qu'on parle d'hypersensibilité. D'ailleurs, hypersensibilité pour les sens hyper développés. Et non pas pour juste je te touche et... Oui, c'est ça, c'est ça. Donc il a une sensibilité, il a des sens aiguisés qui fait qu'il ressent beaucoup plus fortement les émotions que les autres aussi. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en réalité, pour déterminer cette haute potentialité, comme tu as compris, on ne fait pas d'IRM à chaque personne qui vient. Ouais. Il passe devant un psychologue qui est censé bien connaître cet environnement. Voilà. Et il y a donc deux aspects. Le test de Wechsler, c'est-à-dire l'évaluation de l'intelligence. On dit que la haute potentialité s'inscrit au-delà des 130 points de quotient intellectuel. Mais cela ne suffit pas. En réalité, l'intelligence, elle va se déterminer de la façon suivante. Il faut que toutes les formes d'intelligence, et il y en a plusieurs, soient exactement homogènes. C'est très, très, très important. Quelqu'un qui aurait déployé 2 ou 3 formes d'intelligence extrêmement développées, qui arriverait sur les tests du Weiss ou du WISC selon adulte ou enfant, pourrait obtenir un très très bon scoring, au-delà des 130, mais ne rentrerait pas dans cette catégorie-là. Donc ça, c'est pour la partie test. La deuxième partie, c'est le test de personnalité, qui est fondamental. Parce qu'un mode de fonctionnement, en réalité, c'est le mode de fonctionnement de l'hémisphère droit. Et pour que ce mode de fonctionnement de l'hémisphère droit soit validé, il y a un certain nombre de critères qui correspondent et qui sont vraiment très importants. Et c'est cela que le psychologue clinicien devra vérifier. Donc, et donc, par exemple, ces critères, ce serait quoi ? Alors, il y a plusieurs critères, évidemment, comme tu le dis. Donc, c'est le critère de la personnalité en tant que telle, sachant que
parfois même l'anxiété, la fatigue peuvent jouer en fait sur les résultats. Donc, pas toujours se rattacher déjà à cela. Alors, il y a beaucoup de critères. Alors déjà, ce qu'on essaie de déterminer, c'est le type d'intelligence, parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Comme j'ai dit, on a besoin de cette homogénéité. La première, c'est l'intelligence cognitive du HPI. Alors, pour définir assez rapidement, c'est une excellente mémoire à long terme, c'est la compréhension rapide des nouveautés, c'est un goût vorace pour la lecture, saisie des concepts mathématiques ou scientifiques. Alors, je sais que certains vont dire « moi, les maths, ça ne le fait pas », mais on peut aussi s'y retrouver par ailleurs. Un esprit de synthèse, de compréhension immédiate, une attirance pour la complexité, la difficulté dans les problèmes à résoudre, la capacité exceptionnelle à raisonner, le goût pour le raisonnement, une soif d'apprendre, une capacité à travailler en même temps, plusieurs choses, plusieurs aspects, une élaboration des pensées abstraites. Ça, c'est pour la pensée et l'intelligence cognitive. Ensuite, on va essayer de déterminer, lors de ces tests, l'intelligence émotionnelle. Alors l'intelligence émotionnelle, donc, c'est là où on reparle d'hypersensibilité, ce sens aigu de l'humour et du comique de situation, le sens aigu de l'observation, la perspicacité, cette capacité de voir au-delà du spectre connu et de voir des choses à l'extérieur. Donc avec des sentiments passionnés, des affections parfois compulsives, une sensibilité extrême aux changements subtils d'atmosphère, toujours dans les ressentis, une introversion, une tolérance pour l'ambiguïté, le sens du merveilleux, l'ouverture aux expériences nouvelles, une stabilité émotionnelle et sérénité. Ça fait beaucoup. Ça fait de l'information, effectivement, tout à fait. C'est ça. Après, il y a aussi l'intelligence rationnelle. L'intelligence rationnelle, c'est la propension au non-conformisme, c'est une tendance marquée à questionner et contester l'autorité, à poser des questions embarrassantes. Ça, je sens que certains se reconnaissent. Une très grande propension à l'empathie, à aider les autres, à se comprendre eux-mêmes. Une très grande propension aussi à la compassion, un sentiment d'enfermement et de solitude, et un sentiment de différence, de décalage permanent avec les autres, se sentir un peu un extraterrestre en soi. C'est ça. Donc il y a beaucoup d'intégration d'informations que cette personne va faire. Oui. Notamment du point de vue émotion, il faudra intégrer la connaissance apprise, pour pouvoir réagir de la meilleure façon possible et puis rationaliser tout ça. Alors l'intégration, c'est encore quelque chose de spécial, sachant que au-delà de tout ça, il y a une autre forme d'intelligence qui est très importante, c'est l'intelligence créative. Et c'est là où on va se positionner par rapport à ce dont tu parlais, c'est-à-dire l'intégration. C'est-à-dire cette fameuse curiosité insatiable, oui, cette grande originalité, cette propension à l'invention, l'imagination vivace permanente, des idées inhabituelles, vraiment inhabituelles, et puis une tendance à connecter entre elles des idées traditionnellement opposées, ou indépendantes les unes aux autres, et à marier les concepts. Et c'est vrai que quand on parle de ça, de cette source-là, pour essayer de relier avec cette pensée en arborescence vers une intégration, ça devient vraiment difficile. Ça devient difficile. Alors difficile pour la personne ou difficile pour les autres qui sont à côté de ce génie. Oui, alors le mot génie, c'est encore un mot qui est oui, pas forcément. Oui, ça dans le langage parlé de tous les jours, mais j'ai bien compris. Si tu veux, c'est vrai que la communication est compliquée. On le voit dans les relations. Les relations sont très complexes. Le haut potentiel intellectuel, comme je disais, se sent un peu un extraterrestre. Il vit dans un monde, si tu veux, qu'il ressent comme un monde de peur, alors que lui est connecté plutôt à la spiritualité. Il fait travailler surtout sa créativité. Il est connecté à ce monde-là. Et quand il arrive à un monde complètement rationnel, alors son intelligence lui permet de s'y inscrire parce qu'il s'habitue vite. C'est un excellent généraliste en réalité. Il s'y inscrit, mais il s'y inscrit dans un domaine qui est le domaine d'appartenance. Et c'est là où les dérives peuvent commencer, si tu veux. Quand tu es dans le domaine de l'appartenance, tu vas aller chercher ensuite le deuxième pied, qui est le pied de la reconnaissance. Et tu ne vas pas vivre forcément les choses comme tu les ressens par toi-même. Mais par contre, tu t'adaptes à ton environnement. Et c'est là où il y a certaines déviances. Il ne faut pas oublier aussi que
en très très grande majorité, en tout cas pour les personnes que je reçois, une très très grande majorité d'entre eux ne savent pas qu'ils sont des hauts potentiels intellectuels. Et même mieux que ça, le haut potentiel intellectuel est une personne qui doute 80% de son temps. Alors quand on lui annonce qu'il est haut potentiel, et en plus, entre guillemets, surdoué, alors je te dis pas les dégâts que ça fait. Oui, mais il y a la reconnaissance de soi, donc il y a déjà une grosse confiance en soi qui va être augmentée par rapport au fait que maintenant je suis enfin reconnu. Je sais qui je suis, où je me place, où je me situe dans la carte sociale, intelligente, dans la carte du monde, dans la carte de la société. Parce que quand on est un électron libre et on se croit extraterrestre, comme tu dis, on n'est pas bien dans sa peau. Alors, je confirme. Tu mets les gens dans leur carte du monde, ça les aide beaucoup à se retrouver, en fait. Alors, ça, c'est une partie du travail qui est réalisé, mais si tu veux, cette appartenance reste encore quelque chose d'extérieur. Le fait de se définir et de rentrer dans des limites, ça ne fonctionne pas forcément avec le haut potentiel. Il est en mouvance, ça bouge tout le temps à l'intérieur, donc ce qui se passe à l'intérieur se passe aussi dans sa vie. En tout cas, il essaye. C'est quelqu'un qui va voir, si tu veux, des passions. Il va se passionner, par exemple, pour une petite cuillère pendant 3 semaines. Il va tout savoir sur les petites cuillères, etc. Et puis tout d'un coup, comme ça, d'un claquement de doigts, il va passer à quelque chose qui n'a rien à voir, comme la définition de l'univers, etc. Ouais. Donc, c'est quelque chose aussi qui est assez complexe pour lui. C'est-à-dire cette appartenance. Et les psychologues cliniciens ont défini, si tu veux, 3 axes. 3 axes pour cela. Le premier axe, alors moi je l'ai fait, j'ai pris une sorte de métaphore, j'ai défini le haut potentiel, si tu veux, comme un éléphant et le monde comme un carton. 3 possibilités définies toujours selon les psychologues cliniciens. Première possibilité, l'éléphant rentre dans le carton. Donc, il s'installe dans le carton et il est obligé de se compresser parce qu'il prend de la place et il se compresse. Il rentre totalement et intégralement dans ce monde-là et finit par imploser parce qu'il est trop grand pour ce monde. Et surtout, il ne s'y retrouve pas. Il change. Il se ment à lui-même pour essayer de s'intégrer. Deuxième possibilité, l'éléphant regarde le carton et même pas pour rire, il rentre. Alors il tourne autour, mais ça veut dire qu'il va s'éloigner d'un point de vue purement social et on connaît les dérives, tu as dû les traiter assez souvent, l'alcoolisme, le jeu et tout ce qu'on peut retrouver. Donc ça non plus, ce n'est pas forcément une bonne solution. C'est flatté beaucoup les alcooliques de tous les alcooliques sont pas des HP. Enfin bon. Oui. Parenthèse. Je note. Bon, ils vont être très contents d'entendre ça. Et la troisième possibilité, c'est l'éléphant qui va mettre une patte dans le carton, une deuxième, il va mettre la queue, il va retirer une patte. En fait, il va essayer de comprendre le monde, essayer de s'y inscrire tant que possible, tout en gardant une certaine mesure pour pouvoir se servir du monde. C'est ce qui le rend le moins malheureux. Et je précise bien le moins malheureux. Il y a une 4e possibilité qui n'est évoquée nulle part et qui pourrait être vue d'un aspect différent. C'est-à-dire que si on prenait un haut potentiel intellectuel et qu'on lui donnait cette problématique-là, il regarderait ces trois possibilités et dirait « mais et si on agrandissait tout simplement le carton pour que je puisse y rentrer ?» Et ça, jusqu'à présent, bien, personne ne s'y est vraiment attelé. Ce qui a amené à certaines dérives, si tu veux. Si on devait reprendre quelques caractéristiques du haut potentiel, cette soif de connaissance, ces intuitions fulgurantes, cette quête de vérité, cette créativité, cette exigence, cet enthousiasme, cette naïveté, cette authenticité qui parfois lui fait souvent défaut, ces intuitions fulgurantes, sa passion, quelqu'un qui pourrait exercer toute forme de métier, quelqu'un qui se sent incompris et qui a du mal à contrôler ses émotions. Si on place tout ça dans le cadre d'un enfant et dans le cadre scolaire, effectivement, l'intégration peut dériver. L'enfant s'ennuie, il a besoin d'être stimulé, et donc il s'agite. Par ailleurs, si personne ne connaît le sujet, ce qui arrive hélas souvent, on va le diagnostiquer
TDAH. Voilà. Mais bien sûr. Avec cette fameuse Ritaline. Et il va être traité à tort avec un médicament et surtout placé dans une case. Et à force de lui répéter, Qu'il est hyperactif, qu'il est... eh bien, voilà ce qui se passe. Voilà. Il le devient, en tout cas, il le matérialise dans sa tête et il le devient. Ça, c'est pour l'enfant. Pour l'adulte, il y a des choses bien pires que ça. Sans compter qu'on l'empoisonne et on l'intoxique avec ces médicaments qui sont extrêmement nocifs pour les neurotransmetteurs, pour le cerveau, pour tout, pour toute sa vie. Exactement. C'est pour ça que c'est une catastrophe. Et ça, c'est la version enfant. La version adulte est encore plus amusante. Nous sommes en fait dans des maladies modes. Et ces maladies modes sont des maladies qui hélas, viennent au fur et à mesure du temps. Et... des maladies inventées par certains psychiatres américains ou autres qui ont créé des noms de nouvelles maladies, soi-disant. Alors, il y a la bipolarité. Et ça, c'est un véritable problème puisque je m'occupe de quelques personnes qui sont dans ce cas-là et qui, en fait, ont été diagnostiquées bipolaires alors qu'elles ne le sont pas du tout. Elles sont juste au potentiel intellectuel. Mais leur passion, c'est les up. Et leur tendance au spleen et au retranchement, qui est tout à fait normal chez un haut potentiel, est qualifiée comme down. Et derrière, c'est une distribution de médicaments qui tuent leur cerveau. Et c'est une catastrophe après. Catastrophe. Oui, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir et qui, au fur et à mesure, ça prend quand même pas mal de temps, au fur et à mesure, diminuent et arrêtent leurs médicaments en se rendant compte que finalement, elles sont, entre guillemets, normales. Et il n'y a pas de bipolarité, quoi. Il peut y avoir chacun a des up and down, c'est normal, mais il n'y a pas de bipolarité, des changements extrêmes comme ça de personnalité ou d'humeur. Pourquoi ? Parce que ça a été mal diagnostiqué au départ. Je suis tout à fait d'accord. C'est un drame actuellement. Et si des personnes sont traitées et qu'elles ont retrouvé un certain nombre de critères, et j'en rajoute quelques-unes, cette créativité, cette exigence, cette quête de vérité, cette soif de connaissance, avec dans chaque bras la justice pour l'un et puis la vérité pour l'autre, qui sont en quête énorme de ces valeurs-là, et qui sont traités sur de la bipolarité ou des choses équivalentes. Faites attention, remettez peut-être les choses en question. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont bipolaires sont des hauts potentiels intellectuels, effectivement. Oui, bien sûr. Contrairement aux alcooliques, qui sont tous des hauts. On avait compris. Et je crois que c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment attention. C'est vraiment important. Oui, il faut faire appel à des thérapeutes spécialisés, donc toi par exemple, qui pourraient faire ce genre de travail, ou d'autres qui sont spécialisés là-dedans pour vraiment rediagnostiquer si véritablement la personne est bipolaire ou pas. Exactement. Après, c'est une démarche. Oui. Et ce qui est très intéressant, si tu veux, c'est que les personnes qui passent me voir, elles passent de n'importe où. Et il y a quelque chose qui revient, c'est qu'elle me dit « Je sentais que je devais venir vous voir ». C'est incroyable, cette intuition, quand même. C'est complètement incroyable. Et pour moi, c'est devenu très facile de les diagnostiquer, puisque j'ai 90% de personnes qui passent à la porte de mon bureau, qui le sont sans le savoir. Tu les attires à toi. De toute façon, c'est la loi d'attraction. Une fois que tu as commencé, la porte est ouverte pour ce genre de canaux. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors Jean-Marc, on a donc démarré cette émission-là. Quels sont, on peut peut-être se concentrer sur les caractéristiques, justement. Qu'est-ce qui caractérise les hauts potentiels véritablement ? On a effleuré le sujet. On peut y aller un peu plus en profondeur à présent. Écoute, avec grand plaisir. On peut déterminer déjà plusieurs caractéristiques. Alors, un haut potentiel intellectuel, je le précise déjà par avance, n'est pas obligé de remplir toutes les caractéristiques. Déjà qu'il est en doute à 80% du temps, alors s'il lui en manque une, alors tu imagines, ah non, il va dire c'est pas moi du tout. Alors que d'autres pourraient s'y reconnaître, hein. C'est ça qui est amusant. La première, c'est cette fameuse pensée en arborescence qu'on a pu évoquer, une idée qui en donne une autre, puis une autre, avec toutes les émotions qui sont
associée à cela. On reparle de cette hypersensibilité qui est extrêmement présente. Donc je le précise encore, c'est un développement des sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas une vue à la Superman, une oreille à la Super Jimmy ou des choses comme ça. Ah bah, on pourrait penser, il est haut potentiel, hein, donc il voit à 3000 mètres, voilà. Voilà, c'est exactement ça, mais c'est pas ça en fait. Ok. Cette hypersensibilité, elle se caractérise par la chose suivante. Si tu veux, nous en tant qu'être humain, et ça tu as pu le vérifier certainement à plusieurs occasions, on capte des milliards d'informations. Après, il y a certaines choses qui restent sur notre écran mental, c'est notre façon de paramétrer notre conscient, nos fameuses sentinelles qui sont là pour veiller et faire attention à nous. Et ces milliards d'informations, elles peuvent varier. Alors, ça peut varier de quelques milliards, mais c'est le développement des sens qui fait que c'est complètement varié. Si on a une vue plus aiguisée, on veut dire, on ne verra pas forcément aussi bien que si on a une vue plus large. Et le haut potentiel, c'est exactement ça. Dans son hypersensibilité, il va capter beaucoup plus de choses. Alors, évidemment, les sens sont hyper développés, mais tous les sens ne le sont pas, forcément. Hein. On garde une certaine singularité pour chaque être humain. Nous ne sommes pas tous pareils, Dieu merci. Il y a la remise en question permanente, ce fameux doute, 80%. Et oui, et non, et peut-être, est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien, toujours en quête d'être sur le bon chemin. Cette passion, comme je le disais aussi, parfois pour des petites cuillères, mais la véritable passion d'un haut potentiel intellectuel, c'est le fonctionnement de l'être humain. Il adore la psychologie, il adore comprendre comment cela fonctionne. Pourquoi ? Parce que il a très très envie d'aider. Il passe son temps à vouloir aider. Parfois trop. D'ailleurs, les gens sont très attirés par lui. Ils viennent naturellement se confier, naturellement exposer leurs problèmes, car ils ressentent qu'il y a cette capacité d'écoute qui est très très forte, et aussi cette capacité à pouvoir apporter un regard différent de ce que les autres pourraient voir. Il y a ces intuitions fulgurantes aussi qui sont assez incroyables. Cette fulgurance par ces images, ces sons qui peuvent arriver, ces intuitions assez incroyables qui ont dû se manifester et qui peuvent encore se manifester. Après, certains en parlent, d'autres moins. C'est pas toujours le bienvenu. Ça peut être un peu mystique. Donc, ça peut amener parfois à certains rejets. Donc, à travailler avec parcimonie. Cette fameuse authenticité, cette authenticité qui va lui causer du tort assez souvent parce qu'il risque de se trouver en désaccord avec lui-même, c'est-à-dire dans le cadre de son intégration dans le monde. C'est-à-dire que le milieu extérieur va attendre des choses de lui, il va s'y conformer par devoir, et puis une partie en lui va dire « écoute mon coco, t'es pas du tout comme ça ». Et il va y avoir des oppositions en interne et ça peut parfois amener à des décalages assez importants dans sa vie. Par exemple, on va prendre le sujet de l'argent. Le haut potentiel intellectuel n'en a rien à faire de l'argent. La seule chose qui lui importe, c'est d'avoir un toit et de manger à sa faim. Quand c'est un adulte, s'il est marié, s'il a des enfants, évidemment, d'abriter sa famille et de la mettre hors du besoin. Mais tout ce qui est superflu ne l'intéresse absolument pas. Alors, attention, il y a des hauts potentiels qui gagnent très très bien leur vie. Hein. J'en suis quelques-uns. Mais c'est une stratégie, en fait. C'est une stratégie de transformation. Leur objectif est de transformer l'argent, si vous voulez. Si tu veux, ils vont prendre cet argent et créer une fondation ou se servir de cet argent pour aider les autres ou pour même mieux s'acheter leur liberté que leur réclame leur authenticité pour pouvoir s'occuper des autres parce que c'est vraiment là où ils veulent aller. Donc ils seront plus dans les métiers thérapeutes, c'est un peu ça que tu veux dire. Est-ce que tu te définirais pas là par ces caractéristiques ?
Pas exactement. En réalité, si tu veux, je ne sais pas pourquoi je l'ai senti arriver cette question, mais je l'ai vu arriver déjà depuis hier. Et pour essayer de répondre, leur objectif à eux, ils sont très fortement connectés à la spiritualité. Et leur objectif, c'est de cette connexion à la spiritualité qui n'est qu'amour, et de faire descendre cet amour dans un monde qui est, on va dire, caractérisé par la peur et matérialisé par la peur. En bref, c'est essayer d'apporter de la lumière à l'ombre que la peur peut apporter dans ce monde. Et ça, pour eux, c'est fondamental. Alors, c'est un travail qui est un travail inconscient, c'est une mission intérieure dont ils n'ont pas forcément conscience. Mais c'est ce qu'ils font naturellement. Ils sont câblés à 100% pour le faire. C'est naturel, ils ne réfléchissent pas. Leur bienveillance, leur empathie, cette capacité à ramener des choses et à se connecter d'un point de vue spirituel est assez incroyable. D'ailleurs, même si on regardait d'un point de vue énergétique, et ça on pourra voir si on a un petit peu de temps, c'est assez incroyable. On verra au niveau des chakras leur mode de fonctionnement qui est complètement différent du neurotypique. Alors ça par contre ce sont des notions qui sont totalement nouvelles et que personne n'a exprimées jusqu'à présent. Donc je le précise parce que vous ne le trouverez pas dans les livres, c'est une certitude. Il y a la naïveté du haut potentiel. Cette naïveté est quelque chose d'assez incroyable parce qu'il est à la fois naïf, mais lucide. C'est ça. Parce qu'il a envie que les choses se passent, il a envie que les choses se passent bien. Il aurait envie d'avoir un monde où tout est beau. Ouais. Et donc il est très idéaliste en fait. Exactement. C'est ça. Exactement. Alors attention, hein, ils ne sont pas tous forcément optimistes. Hein. Il y en a des bons pessimistes aussi. Il y a des groupes de pessimistes. Hein. D'accord. Donc, mais ça, c'est cette capacité, si tu veux, à pouvoir s'extraire de cette appartenance. Parce que c'est vrai qu'on a mis, là on définit en plus des caractéristiques, si tu veux, le haut potentiel intellectuel va rentrer dans une case pour donner un nom entre guillemets à sa maladie. Et puis, l'objectif, c'est de faire ce que j'appelle un double coming out. C'est-à-dire, le premier, c'est de sortir de là où il était pour rentrer dans cette forme d'appartenance. Et puis surtout, très vite, d'en sortir de cette appartenance. Parce qu'en réalité, cette appartenance va finir par l'enfermer. L'enfermer dans ces fameuses caractéristiques que je cite. Et l'enfermer dans un monde où certains veulent aussi les enfermer. L'enfermer dans le carton dont il ne peut pas rentrer, dans lequel il ne peut pas rentrer. Exactement. Exactement. Sachant que, si tu veux, et on reprendra les caractéristiques après, mais l'objectif de beaucoup de personnes est d'utiliser cette ressource énergétique qui est très puissante. Comme ça va très vite, ça produit. Donc on dit, tiens, un surdoué, on va l'utiliser pour faire ça, et le faire rentrer dans un cadre qui n'est pas le sien. Mais par contre, lui, débordant d'énergie, eh bien, va être une bonne machine. Mais pour lui, ça ne va rien lui apporter. Au contraire, il va sortir de son authenticité et commencer à dériver vers des choses qui ne sont pas les siennes, auxquelles on a appliqué une forme de publicité pour lui vendre. Sa naïveté lui a fait penser qu'il pourrait s'inscrire là-dedans, mais sa lucidité, au bout d'un moment, lui montre que ce n'est pas du tout le cas. C'est ça. Et donc, est-ce qu'il pourrait s'inscrire dans un groupe de haut potentiel? Est-ce qu'on peut imaginer une société de HP? Ah, c'est magnifique cette question. Combien de fois je me suis posé cette question? Combien de fois j'ai pu échanger sur ce sujet? J'ai peut-être une réponse. Ce qui se fait dans certaines écoles, oui. En dehors de la France aussi, je pense notamment à Israël, où il y a beaucoup d'écoles de surdoués, de petits génies, de trucs où on les met tous ensemble pour exploiter leur potentiel. Pour exploiter, voilà. Et voilà, c'est exactement ça. C'est ça la problématique. C'est cette exploitation. Mais quand ils se retrouvent ensemble avec tous, ils sont plus extraterrestres les uns par rapport aux autres. Oui, mais ils sont conditionnés. Ils sont conditionnés. Bon, après, voilà, je ne veux pas dire, je ne connais pas bien ces écoles, donc je ne voudrais pas m'inscrire dans une critique de quelque chose que je ne connais pas bien. Oui. Donc, mais pour sortir de l'idée, il m'est venu une sorte de métaphore concernant le haut potentiel intellectuel.
Son comportement ressemble beaucoup au comportement d'un neurone. Et il acquiert de l'information, il court, il cherche l'information, une information vraie évidemment. Il va faire transiter son information et il va la retransmettre à un autre neurone, tout en pensant évidemment à bien sécréter ses neurotransmetteurs, c'est-à-dire ses propres réactions. En réalité, il va chercher de l'information et il va confronter cette information pour savoir si elle est vraie. C'est ça qui est important. Donc il a le comportement d'un neurone. Et on sait que l'ensemble des neurones peuvent former un cerveau. Et si on s'arrête juste là, on se trompe totalement. Ça voudrait dire que un monde de haut potentiel intellectuel pourrait former le cerveau du monde. Et ça serait une erreur, mais phénoménale. Parce que si on prend l'ensemble des neurones, ça ne forme pas un cerveau. D'ailleurs, on retrouve un certain nombre de neurones dans notre système digestif, notamment au niveau de l'intestin, et aussi quelques-uns au niveau du cœur. Donc déjà, ça voudrait dire qu'on est sur une mauvaise piste. Le cerveau, lui, se compose aussi de cellules gliales, et elles sont fondamentales, car chacune a des rôles, donc on ne va pas parler forcément des astrocytes, mais certaines cellules gliales, donc comme une glu, ont un rôle d'agglomération, de mettre ensemble tout le monde, quoi. Exactement. De société, quoi. Pour donner une forme et pour organiser. Alors, il y a certaines cellules gliales qui ont des rôles de nutrition. Par exemple, ces fameux astrocytes vont, elles, aller chercher au niveau des vaisseaux sanguins, récupérer le glucose, transformer en lactate qui devient en fait nourriture pour le neurone. Il y a d'autres cellules qui, elles, vont réaliser la vidange des neurones. Chacune a un rôle. Ça veut dire que tout le monde a un rôle. Si je dis tout à l'heure que l'objectif, ça serait d'agrandir le carton, c'est pour faire rentrer tout le monde. C'est pas juste pour une seule partie du monde. Bien sûr, évidemment. Oui, c'était une soi-disant une hypothèse que j'ai émise, mais en forme de questionnement rhétorique pour revenir sur la base qu'il faut l'intégration de tous les profils, même le profil de, je ne sais pas si ça existe, de bas potentiel. Mais non, il n'y a pas de, c'est pas, non, non, tout le monde a des potentiels, heureusement, mais chacun a son rôle. Et je crois qu'aujourd'hui, si on devait faire grandir ce monde, on apporterait quelque chose d'un petit peu différent. C'est-à-dire que chacun fonctionne à sa façon. Le neurotypique, lui, va fonctionner. On va parler de ces fameux chakras, de ces fameux vortex énergétiques. Va d'abord se pluguer sur son besoin. Et ensuite, il va donner de l'envie. Ensuite, il va la ramener pour lui. Ensuite, il va y mettre du cœur. Ensuite, il va peut-être le formaliser. Et la plupart du temps, ça s'arrête là. Et d'ailleurs, c'est son rôle. Son rôle, c'est d'élever cette forme de matérialité, de besoin, et d'y faire rentrer une forme de spiritualité. Le haut potentiel intellectuel, lui, va fonctionner complètement différemment. Il va d'abord activer son chakra couronne, cette connexion. Je veux l'idée, je veux des idées, donnez-moi des idées. Donc, il croit en Dieu depuis toujours. En Dieu ou en une puissance, l'univers, en une forme qui dirige tout et qui contrôle tout. Ouais, le créateur de tout. Exactement. Une fois qu'il a capté tout ça, ces idées, il va les descendre vers son troisième œil. Pourquoi ? Pour essayer de prendre un peu de recul par rapport à l'idée, pour essayer de comprendre l'idée, d'essayer de ressentir, de voir le mécanisme, de comprendre ces fameux mécanismes. Et une fois qu'il a fait ça, il a déjà eu son orgasme, hein, faut le dire. Il est dans un plaisir, dans les idéaux plaisirs, il est hyper bien. Donc ensuite, il va essayer de le descendre éventuellement pour expliquer l'idée. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il peut arriver sur des choses mais ultra complexes et les définir, en parler, mais d'une façon très, 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 très simple. Ensuite, il va peut-être y mettre du cœur, et au moment où il va le ramener à lui, c'est terminé, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne s'inscrit pas dans la réalisation, c'est quelqu'un qui ne s'inscrit pas dans la production, c'est quelqu'un qui ne s'inscrit pas dans l'exploitation. Et c'est pour ça que l'on voit beaucoup de personnes au potentiel qui se disent en mode échec.
Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à s'inscrire dans cette réalisation que nous demande le monde, celle de bouger, de fournir de l'énergie et de reproduire encore et encore et encore et de fournir. Lui, il est logué, plugué dans l'espace, alors que le neurotypique, lui, est vraiment ancré dans le besoin. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'en réalité, les deux se rejoignent. Et c'est ça qui permet de compléter. Et c'est ça qui nous permettrait d'agrandir le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté pour les hauts potentiels, c'est qu'ils ne sont pas reconnus. C'est-à-dire que, imagine, quelqu'un vient te voir, il t'explique le monde, il te dit ses vérités, il te dit etc. Et tu te dis, mais attends, t'as fait quoi comme étude ? Moi, je ne crois que ce que je vois, mon garçon. Ou j'ai l'idée la plus formidable du monde. Il dit, mais est-ce que tu l'as réalisée ? Non, mais elle est top. Mec, il dit, écoute, moi pareil, montre-moi. Et voilà ces différences que l'on peut rencontrer et on voit pourquoi finalement on a besoin d'une forme de jonction. Où il n'y a pas de concrétisation de cette idée, ce potentiel n'est pas concrétisé en fait. Alors, en général, oui, mais il y a certains qui y arrivent. Moi, j'en ai reçu, ils sont phénoménaux. Maintenant, un jusque-boutisme, mais d'une force, mais incroyable. Maintenant, si je les reçois, c'est que ça va pas bien. Ouais. Donc, c'est qu'il y a une distorsion interne. Mais dans le jusque-boutisme, tu dis que normalement, il ne va pas aller jusqu'au bout. Il ne va pas aller jusqu'au bout. Et c'est tout à fait naturel. C'est-à-dire que si je fais un deuxième parallèle, on va faire un deuxième parallèle. Cette fois-ci, on sort des chakras, on sort des zones énergétiques. On va rentrer au niveau du cerveau. Il a été admis qu'il y a une évolution au niveau du cerveau. On parle d'un cerveau reptilien, qui est le cerveau qui gère en fait toutes les fonctions, on va dire, primaires, animales, les besoins, avec les battements du cœur, les respirations. Et ensuite est venue une deuxième partie qui est le cerveau limbique. Le limbique, c'est le siège des émotions, c'est aussi le siège de la mémoire. Alors, certains parlent de limbique droit et de limbique gauche. Et ensuite, pour contrôler ses émotions, c'est ce qui évite d'assassiner quelqu'un à chaque fois qu'on se fait klaxonner, Ouais. ou de je sais pas, ou de sauter sur une femme à chaque fois qu'on la trouve jolie. C'est l'hémisphère gauche qui est venu là pour contrôler ses émotions, pour rationaliser. D'ailleurs, c'est l'espace de l'hémisphère gauche, de la raison, exactement. Et il y a une autre partie, l'hémisphère droit, le reste, c'est l'ouverture, c'est l'imagination, la créativité, c'est les artistes. Aussi. C'est la spiritualité aussi. Quand on regarde le mode de fonctionnement de l'être humain, eh bien, il suit cette évolution des cerveaux. Et dans son comportement, il part du besoin, son besoin qui est très reptilien, l'envie qui est aussi très reptilienne, ramener à soi, c'est aussi reptilien, et ensuite, on passe à autre chose. On y met du cœur. Le cœur, c'est quoi ? C'est l'émotion. L'émotion, c'est quoi ? C'est le limbique. Et ensuite, on va raisonner ce limbique, et se retrouver finalement dans la parole. Et la parole, c'est quoi ? C'est l'hémisphère gauche, c'est le langage. Oui. Et après, éventuellement, passer au troisième, etc., qui là est l'hémisphère droit. Donc, le neurotypique suit l'évolution des cerveaux. Mais le haut potentiel, lui, il est tout à l'inverse. Il est d'abord hémisphère droit, il capte les idées, et il va les faire redescendre gentiment jusqu'au limbique, etc. Et pour lui, après, rentrer dans le reptilien, c'est trop difficile, c'est pas possible. C'est une désévolution. Parce qu'il doit rester en haut, lui. Complètement. C'est ça. Mais chacun doit apporter son rôle. Et c'est là où ça devient intéressant. Maintenant, évidemment, l'idée est nouvelle. J'espère que même par le biais de l'émission, on va pouvoir travailler les cerveaux droits et les cerveaux gauches de tout le monde pour
pour essayer de faire évoluer tout ça. On a parlé des hauts potentiels, des gens qui ont vraiment d'autres caractéristiques que la norme des êtres humains, avec ce que ça engendre comme problème, mais aussi comme solution. Qu'est-ce que quelqu'un comme toi apporte à ces gens-là, ou qu'est-ce qu'eux-mêmes peuvent s'apporter comme solution, parce que tu n'es pas disponible pour tous, et tu es donc sur Paris, mais quand on t'écoute et on t'entend, comment est-ce qu'ils peuvent, eux, harmoniser leur vie, synchroniser leur vie avec ce que le monde demande, la réalité du monde, et puis leur propre spiritualité, et comment eux vivent ça à l'intérieur. C'est ce qui est surtout important, leur propre bien-être finalement. Alors déjà, je suis pas grand-chose, hein. Mais j'ai pas spécialement envie de me mettre au centre de tout ça. En réalité, on a parlé de ce pied de l'appartenance, on a parlé aussi de ce pied de la reconnaissance, et on court beaucoup de hauts potentiels courent sur ce pied de la reconnaissance pour essayer de récupérer encore quelque chose du monde extérieur. Et comme tu l'as soulevé, la solution vient de l'intérieur. Et c'est le troisième pied, c'est le pied identitaire. Et c'est ce pied-là qui est très important, c'est ce pied-là qui est fondamental. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de faire ce fameux deuxième coming out, c'est de sortir de cette appartenance et de rentrer vraiment à l'intérieur de soi, dans ses valeurs, dans qui on est, dans sa compréhension. Donc déjà, c'est de savoir qui on est, comment on fonctionne, et de l'accepter. Et une fois que ça c'est fait, après, le haut potentiel intellectuel s'inscrit, comme il est multipotentiel, il peut tout faire, c'est un excellent généraliste, il peut s'inscrire dans énormément de choses, énormément de métiers. Mais il faut qu'il reste authentique avec lui-même. Donc c'est quoi cette authenticité? C'est apporter aux autres. Et cet apport, c'est un apport de connaissance, c'est un apport de lumière. Et il y a 1000 métiers. On peut être comédien, on peut être hypno comme toi, on coach, on peut... scientifique. On peut tout faire. Ouais. C'est ça qui est très intéressant. C'est que l'on peut tout faire. Leur objectif, c'est de soigner le monde. C'est d'y apporter de la lumière, de soigner et d'amenuiser la peur. La peur qui est destructrice, cette peur qui nous fait tellement de mal, cette peur qui conduit au burn-out, qui conduit au suicide, qui conduit au manque, à cet escalier qui fait descendre les personnes à courir après des choses encore et encore, alors qu'il y a tellement plus de choses, de plaisirs qu'ils pourraient ressentir, des plaisirs différents, leur redonner la joie, le bonheur, et s'inscrire dans un monde différent. Donc oui, je reçois, oui, je les aide, oui, je les fais réfléchir, mais ils ont toute cette capacité déjà à s'ouvrir sur eux-mêmes et accepter déjà que leur rôle est un rôle différent et qu'ils sont des gens différents. Même s'ils sont humbles, même s'ils pensent qu'ils ont une mission, même, ils peuvent le faire. Et ils peuvent s'inscrire dans ce schéma-là. Et c'est un travail qu'on commence sur soi. Et après, si on a besoin de plus, oui, on peut parler, on peut discuter, on peut voir. Je forme des gens, je forme des thérapeutes, je fais des conférences. Oui, tout est possible. Magnifique. Dans ce tout est possible, on a l'ouverture à tous les rêves possibles. C'est extraordinaire. C'est très, très bien. Je te remercie beaucoup, Jean-Marc, d'avoir participé à cette émission qui a été passionnante, très intéressante. Et est-ce que peut-être tu peux donner tes coordonnées? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Si tu as un site web voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient te consulter? Alors merci beaucoup déjà de m'avoir reçu, c'est extraordinaire. Moi, c'est un sujet passionnant. On le voit. Et il est loin d'être. On est loin d'en avoir fait le tour. Oui, tu reviendras. Non, c'est pas. Je ne me réinvite pas. Si. Alors vous pouvez me retrouver. Alors je n'ai pas de site web, évidemment. Je ne pouvais pas aller comme tout le monde, mais je suis. Vous pouvez me retrouver sur le site de Médoucine. Je suis Métro Villiers, j'exerce Métro Villiers à Paris.
dans mon cabinet, je reçois et je forme aussi. Voilà. On peut taper ton nom sur Internet et voilà, trouver... FISZBEJN. Voilà, très très bien. Comme ça se prononce. Merci beaucoup en tout cas. Et cette interview, cette émission se retrouvera sur notre chaîne YouTube, Shlomi Lévy. Et vous pouvez me retrouver tous les 2e, 4e mercredis du mois sur Radio Ranguin, également sur Doctolib. Je remercie Philippe à la technique, évidemment. Merci beaucoup Philippe et à très bientôt. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose, Shlomi Lévy.